Alors qu'il se rend à une opération cruciale, un chirurgien de renom est arrêté par une mendiante qui lui crie « N'entre pas dans l'hôpital, ils vont te faire porter le chapeau ». Stupéfait, il entre dans l'hôpital avec un doute qu'il ne peut ignorer. Quelques minutes plus tard, il découvre des erreurs chirurgicales qui pourraient ruiner sa carrière et quelqu'un l'a clairement voulu. Regardez jusqu'à la fin pour connaître le dénouement. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire depuis quelle ville vous nous regardez. On continue l'aventure. Le soleil se levait à peine sur la silhouette majestueuse de l'hôpital Saint-Louis, l'un des plus prestigieux établissements médicaux de Paris. Le docteur Étienne Mercier ajusta sa cravate dans le rétroviseur de sa Citroën, scrutant son reflet avec une intensité particulière. Ce matin n'était pas comme les autres. Après 15 ans de carrière exemplaire, de publications reconnues et d'interventions chirurgicales saluées par ses pairs, il était enfin à quelques heures de l'entretien final qui déterminerait s'il deviendrait le nouveau chef du service de chirurgie cardiaque. L'enjeu était colossal. Ce poste représentait l'aboutissement d'une vie consacrée à la médecine, le couronnement de sacrifices innombrables. Étienne avait tout donné pour sa vocation, y compris son mariage avec Camille, cette femme qu'il avait tant aimée, mais qui n'avait pu supporter les absences répétées, les nuits blanches, les urgences imprévisibles. Leur séparation, survenue 5 ans plus tôt, restait une plaie mal cicatrisée. En coupant le moteur sur le parking réservé aux médecins, Étienne ressentit cette légère tension qui précédait toujours les grands moments. Il rassembla ses dossiers, vérifia que son téléphone était chargé et s'apprêta à sortir de sa voiture quand un mouvement insolite attira son attention de l'autre côté de la rue. Une petite silhouette se détachait de l'ombre d'un platane, une enfant. Elle semblait l'observer avec une intensité troublante. Étienne plissa les yeux. La fillette, qui ne devait pas avoir plus de 7 ans, portait une robe défraîchie et ses cheveux châtains étaient attachés en une queue de cheval approximative. Mais ce qui frappa immédiatement le chirurgien, c'était son regard. Un regard profond, intelligent et curieusement familier. Soudain, comme animé par une urgence viscérale, l'enfant traversa la rue en courant. Étienne, surpris, sortit précipitamment de sa voiture. La petite s'arrêta net à 2 mètres de lui, essoufflée. « N'entrez pas dans l'hôpital, ils vont vous piéger !» cria-t-elle d'une voix déchirée par l'urgence. Le médecin resta pétrifié, moins par l'avertissement lui-même que par l'intensité avec laquelle il avait été délivré. Et par ce visage, ses yeux en amande, ce nez légèrement retroussé, cette façon de pencher la tête. Tout en elle lui rappelait Camille. La ressemblance était si frappante qu'il en eut le souffle coupé. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, s'efforçant de maîtriser le tremblement de sa voix. « Manon » répondit-elle, scrutant les alentours comme si elle craignait d'être observée. « Vous êtes bien le docteur Mercier, le chirurgien qui opère les cœurs ?»« Oui, c'est moi. Mais comment sais-tu qui je suis? Et de quoi parles-tu? Quel piège ?» Manon s'approcha encore, baissant la voix. « Cette nuit, je me suis caché derrière les poubelles près de l'entrée du personnel. J'ai entendu 2 médecins parler, une femme et un homme. Ils ont dit qu'ils allaient saboter votre opération aujourd'hui pour que vous fassiez une erreur grave. Ils veulent que vous perdiez la place de chef. » Étienne fronça les sourcils. L'idée semblait absurde, tout droit sortie de l'imagination fertile d'une enfant. Pourtant, quelque chose dans la précision du récit de Manon l'interpellait. Comment ? Une petite fille comme toi s'est-elle retrouvée derrière les poubelles d'un hôpital en pleine nuit? Les yeux de Manon s'assombrirent. Je n'ai nulle part où aller depuis que ma mère a été renvoyée de l'hôpital. Elle était infirmière ici, mais elle a voulu dénoncer une erreur médicale et... Sa voix se brisa. Étienne sentit son cœur se serrer. Il s'accroupit pour se mettre à la hauteur de l'enfant. « Où est ta mère maintenant ?»« Elle est partie. Elle m'a laissé à ma tante qui ne s'occupe pas bien de moi. Alors parfois, je m'échappe et je viens ici. C'est comme si je pouvais encore sentir la présence de maman dans ces murs. » Étienne ne savait que penser. Cet enfant semblait sincère, mais son histoire paraissait invraisemblable. Pourtant, il ne pouvait ignorer l'avertissement, aussi improbable soit-il. « Manon, peux-tu me dire exactement ce que tu as entendu? Quel médecin parlait? As-tu retenu leur nom ?» La fillette hocha vigoureusement la tête. « La femme s'appelle Docteur Valentin, Claire Valentin. Et l'homme, c'est... le docteur. Laurent, François Laurent. Ils ont dit qu'ils allaient modifier un de vos instruments pendant que vous vous préparerez.
quelque chose qui causerait une hémorragie pendant l'opération. Étienne se figea. Claire Valentin était la chirurgienne qui convoitait également le poste de chef de service. Quant à François Laurent, il était le bras droit du directeur de l'hôpital et siégeait dans le comité de nomination. Si Manon disait vrai, la situation était gravissime. « Ils ont dit autre chose ?» demanda-t-il, de plus en plus troublé. « Oui, que le directeur adjoint, monsieur. Le comte était avec eux, qu'il ferait en sorte que vous soyez discrédité si vous tentiez de vous défendre. » Le docteur Mercier se releva lentement, l'esprit en ébullition. Antoine Lecomte était effectivement le directeur adjoint de l'hôpital, et Étienne savait qu'il avait toujours favorisé Claire Valentin. Mais de là à orchestrer un sabotage qui mettrait en danger la vie d'un patient, « Je dois y aller, Manon. J'ai une opération importante ce matin, puis mon entretien pour le poste. »« Mais vous ne pouvez pas entrer. Ils vont vous piéger, » répéta la fillette paniquée. « Je serai prudent, » la rassura-t-il. « Mais je ne peux pas abandonner mon patient. Maintenant, je dois savoir où te trouver après. Tu as un numéro de téléphone? Une adresse ?» Manon secoua la tête. « Je serai ici à la fin de la journée. Je vous attendrai près du grand platane. »« Là-bas !» dit-elle en pointant l'arbre imposant qui marquait l'entrée du parc adjacent à l'hôpital. Étienne hésita, puis sortit son portefeuille. Il en tira une carte de visite et un billet de 50 €. « Voici mon numéro personnel et prends cet argent pour manger aujourd'hui. Promets-moi de ne pas rester dans la rue. » La fillette prit la carte, mais refusa l'argent avec une fierté qui, une fois de plus, lui rappela douloureusement Camille. « Je n'ai pas besoin de charité, docteur. J'ai besoin que vous fassiez attention à vous. » Sur ces mots, elle tourna les talons et s'éloigna en courant, disparaissant à l'angle de la rue avant qu'Étienne n'ait pu ajouter quoi que ce soit. Le chirurgien resta immobile quelques instants, bouleversé par cette rencontre surréaliste. Puis, reprenant ses esprits, il se dirigea vers l'entrée de l'hôpital, tous ses sens en alerte. Si l'avertissement de Manon était fondé, il devait redoubler de vigilance. Mais au-delà de la possible menace, c'était le visage de l'enfant qui occupait ses pensées. Cette ressemblance troublante avec son ex-femme ne pouvait être une simple coïncidence, n'est-ce pas? En passant les portes automatiques de l'hôpital, Étienne sentit que cette journée marquerait un tournant dans sa vie. Mais il était loin d'imaginer à quel point ce pressentiment s'avérerait exact, ni comment une petite fille rencontrée par hasard deviendrait le catalyseur d'une transformation bien plus profonde que l'obtention d'un titre prestigieux. Dans le hall, il croisa le regard de Claire Valentin qui discutait avec François Laurent près des ascenseurs. Ils s'interrompirent à son approche, affichant des sourires qui n'atteignaient pas leurs yeux. « Bonjour Étienne », lança Claire d'une voix mielleuse. « Prêt pour le grand jour ?» Le docteur Mercier soutint son regard, y cherchant la confirmation. Des dires de Manon. « Plus que jamais », répondit-il avec une assurance feinte. « Cette journée promet d'être pleine de surprises. » Il s'éloigna vers les vestiaires, sentant leur regard peser sur son dos. Pour la première fois depuis longtemps, il doutait de la bienveillance de cet endroit qu'il avait toujours considéré comme son second foyer. Et pour la première fois aussi, il sentait qu'un enjeu bien plus important que sa carrière se profilait à l'horizon. En enfilant sa blouse blanche, Étienne prit une décision. Après sa journée, il retrouverait Manon et découvrirait qui elle était vraiment. Car au fond de lui, une intuition folle commençait à prendre forme. Une intuition qui, si elle s'avérait exacte, bouleverserait sa vie plus radicalement encore que n'importe quelle promotion professionnelle. Les vestiaires du service de chirurgie cardiaque de l'hôpital Saint-Louis baignaient dans cette lumière bleutée caractéristique des matins parisiens. Étienne Mercier achevait de se préparer pour l'intervention, l'esprit tiraillé entre la concentration nécessaire à l'opération délicate qui l'attendait et les paroles troublantes de la petite Manon. « Tu as l'air préoccupé », remarqua Nicolas Dubois, son anesthésiste de confiance depuis plus de 10 ans, en enfilant sa propre blouse. « L'entretien pour le poste te stresse à ce point ?» Étienne hésita. Nicolas était son ami le plus proche au sein de l'hôpital, le seul à qui il avait confié les détails de son divorce avec Camille. Pouvait-il lui parler de sa rencontre avec cette mystérieuse enfant sans paraître paranoïaque? « Ce n'est pas l'entretien », finit-il par répondre. « C'est autre chose. Je t'en parlerai après l'opération. » Nicolas lui lança un regard interrogateur mais n'insista pas.
Ils avaient une intervention complexe à réaliser. Un triple pontage coronarien sur un patient de 58 ans, M. Bertrand, un professeur d'université et père de 3 enfants. Une opération routinière pour Étienne, mais qui nécessitait néanmoins une précision absolue. En entrant dans le sas de désinfection, Étienne sentit une bouffée d'inquiétude monter en lui. Et si Manon avait raison? Et si quelqu'un avait réellement l'intention de saboter son intervention? Il secoua la tête pour chasser ses pensées. Professionnalisme avant tout. Il ne pouvait pas se permettre de perdre sa concentration. Équipe, modifiée aujourd'hui, annonça l'infirmière de bloc en lui tendant la fiche opératoire. Le docteur Moreau remplace le docteur Petit comme assistant et nous avons 2 nouvelles infirmières instrumentistes. Étienne fronça les sourcils. Ces changements de dernière minute étaient inhabituels, surtout pour une intervention programmée depuis des semaines. Il parcourut la liste des noms. Philippe Moreau, chirurgien récemment transféré de l'hôpital Bichat, Sophie Renard et Juliette Martin, infirmières qu'il n'avait jamais rencontrées auparavant. « Pourquoi ces changements ?» demanda-t-il, tentant de masquer son inquiétude. L'infirmière haussa les épaules. « Ordre de la direction. Apparemment, le docteur Petit est souffrant et les autres remplacements sont liés à un roulement de personnel. » Étienne sentit son pouls s'accélérer. Les paroles de Manon résonnaient dans sa tête avec une clarté nouvelle. Il devait rester vigilant, très vigilant. « Je veux vérifier moi-même tous les instruments avant de commencer », annonça-t-il d'un ton qui ne souffrait aucune contestation. « Et je veux être informé de tout changement, aussi minime soit-il dans le protocole prévu. » La salle d'opération numéro 3 était prête. Le patient, déjà endormi par Nicolas, attendait sous les projecteurs puissants. L'équipe au complète était en place. Les regards convergeant vers Étienne qui, fidèle à son habitude, prit un moment de silence avant de commencer. « Bonjour à tous », dit-il en balayant l'assemblée du regard, s'attardant imperceptiblement sur les nouveaux visages. « Monsieur Bertrand compte sur nous pour lui offrir une seconde chance. Soyons à la hauteur de sa confiance. » Il s'approcha du plateau d'instruments chirurgicaux et commença à les examiner un par un avec une minutie inhabituelle. Les infirmières échangèrent des regards surpris. « Un problème, docteur Mercier ?» demanda Sophie Renard, la nouvelle instrumentiste. « Simple précaution, » répondit-il sans lever les yeux. « J'aime connaître mes outils. » C'est alors qu'il la vit. Une anomalie presque imperceptible sur l'une des pinces vasculaires, un infime défaut à la pointe qui, en conditions normales, aurait pu passer inaperçu, mais qui, lors d'une manipulation délicate sur une artère coronaire, aurait pu provoquer une déchirure catastrophique. Le cœur d'Étienne manqua un battement. Manon avait raison. Quelqu'un avait effectivement tenté de saboter son intervention. « Cette pince est défectueuse », déclara-t-il calmement, la montrant à l'équipe. « Veuillez la remplacer immédiatement et vérifier toutes les autres. » Un silence lourd s'abattit sur la salle. Philippe Moreau s'approcha pour examiner l'instrument. « En effet, » confirma-t-il après un moment, « c'est subtil, mais potentiellement dangereux. Bizarre que cela ait échappé au contrôle qualité. » Étienne observa attentivement les réactions. Sophie Renard semblait sincèrement surprise, tandis que Juliette Martin évitait son regard. Quant à Philippe Moreau, son visage demeurait indéchiffrable. « Remplaçons tout le set, » décida Étienne. « Je préfère ne prendre aucun risque. » L'opération se déroula finalement sans incident. Étienne travailla avec une concentration redoublée, vérifiant chaque geste, chaque instrument, conscient que la moindre erreur pourrait être fatale non seulement pour son patient, mais aussi pour sa carrière. 3 heures plus tard, le cœur de M. Bertrand battait à nouveau normalement, ses artères coronaires libérées de leurs obstructions. En quittant le bloc, Étienne fut interpellé par Antoine Lecomte, le directeur adjoint, un homme aux tempes grisonnantes dont l'élégance compassée cachait mal une ambition dévorante. « Félicitations pour cette intervention, docteur Mercier », dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « J'ai cru comprendre qu'il y avait eu un petit problème avec les instruments. » Étienne soutint son regard. « En effet, une pince défectueuse. Heureusement que je l'ai remarqué à temps. »« Heureusement, oui, » acquiesça Lecomte. « Imaginez le scandale si quelque chose s'était mal passé le jour de votre entretien pour le poste de chef de service. Certains auraient pu y voir un signe du destin. La menace était à peine voilée.
Étienne sentit une colère froide l'envahir, mais se contint. « Je ne crois pas au destin, monsieur le comte. Je crois à la vigilance et à la compétence. »« bien sûr, concéda le directeur adjoint avec un geste désinvolte. « Votre entretien est à 15 heures. Le comité vous attend. » La docteure Valentin a déjà présenté sa candidature ce matin. Elle était impressionnante. Sur ces mots, il s'éloigna, laissant Étienne bouillonnant d'une rage contenue. Il était désormais convaincu que Manon avait dit vrai. Quelqu'un, peut-être même plusieurs personnes, avaient délibérément tenté de le saboter, et l'attitude de Lecomte ne faisait que confirmer ses soupçons. Il se dirigea vers les vestiaires où Nicolas l'attendait, le visage grave. « Tu as remarqué quelque chose d'anormal pendant l'opération » demanda Étienne sans préambule. L'anesthésiste hocha lentement la tête. Les doses de propofol avaient été recalculées à la hausse sur la fiche anesthésique. J'ai trouvé ça étrange et j'ai vérifié le dossier original. Les chiffres avaient été modifiés. Si j'avais suivi ce protocole sans vérifier, le patient aurait pu rester sous sédation bien plus longtemps que nécessaire, ce qui aurait compliqué son réveil. Étienne sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Nicolas, je dois te parler de quelque chose, mais pas ici. » Ils quittèrent l'hôpital pour une brasserie voisine où Étienne raconta sa rencontre avec Manon et les avertissements de la fillette. Nicolas l'écouta sans l'interrompre, son expression passant de l'incrédulité à la préoccupation. « Tu réalises ce que tu insinues » dit-il finalement. « Une conspiration orchestrée par la direction de l'hôpital pour te discréditer ? C'est énorme. »« Je sais, » soupira Étienne, « mais les faits sont là. La pince défectueuse, le protocole d'anesthésie modifié, les changements d'équipe de dernière minute, et cette petite fille qui semble tout savoir. »« Justement, parlons de cet enfant, » reprit Nicolas en se penchant vers lui. « Tu dis qu'elle ressemble à Camille et qu'elle s'appelle Manon, tu ne trouves pas ce troublant ?» Étienne passa une main lasse sur son visage. « Bien sûr que si, mais quelle serait l'alternative? Que Camille ait eu une fille dont elle ne m'aurait jamais parlé? C'est absurde. »« Est-ce vraiment si absurde ?» insista Nicolas. « Vous vous êtes séparés il y a 5 ans. Manon a quoi, 7 ans? Les dates pourraient se correspondre, et Camille a disparu pendant plusieurs mois après votre rupture, avant de refaire. Surface ?» Un souvenir douloureux ressurgit dans l'esprit d'Étienne. Effectivement, après leur séparation houleuse, Camille avait quitté Paris pendant près de 8 mois. Lorsqu'elle était revenue, elle avait catégoriquement refusé de lui parler, communiquant uniquement par l'intermédiaire de leur avocat pour finaliser le divorce. « C'est impossible, » murmura-t-il. Mais le doute s'était insinué en lui comme un poison. Camille ne m'aurait jamais caché une chose pareille. « Tu en es sûr ?» demanda doucement Nicolas. « Rappelle-toi dans quel état elle était quand vous vous êtes séparés. La colère, la rancœur. Et si elle avait découvert sa grossesse après votre rupture, elle était trop fière pour revenir vers toi. » Étienne repoussa son café, l'estomac noué. Même si c'était vrai, où serait Camille aujourd'hui? Pourquoi Manon serait-elle livrée à elle-même? C'est ce que tu dois découvrir, affirma Nicolas. Mais d'abord, tu dois gérer ton entretien et cette histoire de sabotage. Une chose à la fois. Étienne consulta sa montre. Il lui restait 2 heures avant de se présenter devant le comité. 2 heures pour rassembler ses idées et décider de sa stratégie. « Tu as raison, dit-il en se levant. Je vais affronter ce comité et montrer que je suis le meilleur candidat pour ce poste. Ensuite, je retrouverai Manon et j'éclaircirai cette histoire. »« Sois prudent, l'avertit Nicolas. Si le comte et Valentin sont vraiment derrière tout ça, ils ne reculeront devant rien pour t'écarter. »« Je le sais, » répondit gravement Étienne. « Mais maintenant que je suis prévenu, ils ne m'auront pas si facilement. » En retournant vers l'hôpital, Étienne sentit son téléphone vibrer. Un message d'un numéro inconnu s'afficha. « C'est Manon. J'ai utilisé le téléphone d'une dame gentille. J'ai d'autres informations importantes. Ils ont un plan B. Méfiez-vous de l'infirmière Juliette. Elle a mis quelque chose dans votre casier. Retrouvez-moi à 18h sous le platane. » Étienne s'arrêta net au milieu du trottoir, le cœur battant. Comment cet enfant pouvait-elle être au courant de tant de choses? Et comment avait-elle obtenu son numéro? Il n'avait pas le temps de s'interroger davantage. Il accéléra le pas vers l'hôpital, déterminé à vérifier immédiatement le contenu de son casier. Les vestiaires étaient déserts lorsqu'Étienne y pénétra d'un pas vif.
L'odeur caractéristique de désinfectant et de linge propre l'accueillit, tandis qu'il se dirigeait vers son casier, le numéro 42, attribué depuis son premier jour à l'hôpital Saint-Louis. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il composa la combinaison du cadenas. Le mécanisme céda dans un clic métallique. Étienne ouvrit lentement la porte, scrutant l'intérieur avec méfiance. À première vue, rien d'anormal. Sa veste, son écharpe, son sac de sport. Puis son regard s'arrêta sur une enveloppe Kraft, posée en évidence sur l'étagère supérieure. Une enveloppe qu'il était certain de n'avoir jamais vue auparavant. Il l'examina sans la toucher, notant qu'elle ne portait aucune inscription. Avec précaution, utilisant un mouchoir en papier pour ne pas laisser d'empreinte, il la souleva et sentit immédiatement qu'elle contenait quelque chose de rigide. Il l'ouvrit délicatement. À l'intérieur se trouvait un téléphone portable. Pas le dernier modèle à la mode, mais un appareil basique de ceux qu'on achète sans abonnement et qu'on peut utiliser avec une carte prépayée. Anonyme, intraçable. À côté, une petite clé USB noire. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-il. Comme en réponse à sa question, le téléphone vibra soudainement, affichant un message sur son écran. « N'utilisez pas votre ordinateur professionnel pour regarder la clé USB. Il surveille votre activité. Attendez d'être chez vous. Juliette est leur pion, mais elle n'est pas seule. » Étienne sentit un frisson lui parcourir l'échine. M pour Manon? Comment une enfant de 7 ans pouvait-elle orchestrer tout cela? À moins que un bruit de porte le fit sursauter. Il rangea précipitamment l'enveloppe dans la poche intérieure de sa blouse et referma son casier. Claire Valentin venait d'entrer dans les vestiaires, son visage parfaitement maquillé affichant une surprise feinte en l'apercevant. « Étienne, je ne m'attendais pas à te trouver ici. Ton entretien n'est pas dans 1 heure ?»« Si, » répondit-il sèchement. « Je venais juste chercher quelques documents. » Claire s'approcha, une odeur subtile de parfum coûteux flottant autour d'elle. Elle avait toujours été d'une élégance recherchée, même sous sa blouse d'hôpital. Aujourd'hui, elle portait un tailleur gris anthracite qui soulignait sa silhouette élancée. « Je voulais te souhaiter bonne chance, » dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Que le meilleur gagne, n'est-ce pas ?» En effet, acquiesça Étienne, soutenant son regard, que le plus compétent et le plus intègre l'emporte. Un éclair d'irritation traversa le visage de Claire. L'intégrité est une notion si subjective, tu ne trouves pas? Après tout, chacun fait ce qu'il doit pour protéger ce qui lui est cher. Est-ce une menace, Claire? Elle éclata d'un rire cristallin. Une menace, voyons, Étienne, nous sommes collègues depuis 15 ans. Je constate simplement que parfois, la frontière entre ce qui est éthique et ce qui est nécessaire peut devenir floue. Étienne sentit l'enveloppe peser lourdement contre sa poitrine. « Je n'ai jamais trouvé cette frontière particulièrement ambiguë, » répliqua-t-il. « Mais chacun sa philosophie. » Il s'apprêtait à sortir quand Claire l'arrêta, d'une main sur son bras. « J'ai entendu parler d'un incident avec ton matériel chirurgical ce matin. Quelle chance que tu l'aies remarqué à temps. Les conséquences auraient pu être désastreuses. » Son ton suave ne masquait pas la menace sous-jacente. Étienne dégagea doucement son bras. « Une chance, en effet, presque comme si j'avais été prévenu. » Il savoura la brève expression d'inquiétude qui traversa le visage de Claire avant de quitter les vestiaires. Dans le couloir, il sortit discrètement le téléphone de l'enveloppe et tapa un message. « Manon, c'est le docteur. Mercier. J'ai trouvé ce que tu m'as indiqué. Nous devons absolument nous parler. Je te retrouve comme prévu à 18 h. » La réponse fut presque immédiate. « Faites attention pendant votre entretien. Ils vont essayer de vous déstabiliser avec des questions sur un patient nommé Martin Rousseau. C'est un faux dossier qu'ils ont créé pour vous piéger. » Étienne s'arrêta net. Martin Rousseau. Ce nom ne lui disait rien. Comment Manon pouvait-elle être au courant de détails aussi précis sur la stratégie du comité? Décidément, cette affaire devenait de plus en plus étrange. L'entretien se déroula exactement comme Manon l'avait prédit. Le comité, présidé par le professeur Gérard Lemoine, directeur de l'hôpital, comprenait 6 autres membres, dont Antoine Lecomte qui ne cessait de consulter sa montre ostentatoirement. Les questions furent d'abord classiques, parcours, publication, vision pour le service. Puis avec une feinte désinvolture, Lecomte sortit un dossier médical. « Docteur Mercier, pourriez-vous nous rafraîchir la mémoire concernant le cas de Monsieur Rousseau ?»
Martin Rousseau opéré par vos soins en janvier dernier. Étienne, préparé, ne manifesta aucune surprise. Je crains qu'il n'y ait une erreur, monsieur le comte. Je n'ai jamais opéré de patient nommé Martin Rousseau. Vraiment ? Insista le comte, feuilletant théâtralement le dossier. Pourtant, j'ai ici un rapport d'intervention signé de votre main. Ce document est un faux, affirma calmement Étienne. Et je trouve préoccupant qu'un membre de la direction puisse présenter des documents falsifiés lors d'un entretien officiel. Un silence stupéfait s'abattit sur la salle. Le professeur Lemoine, visiblement mal à l'aise, se pencha pour examiner le dossier que le comte tenait toujours. « Monsieur le comte, d'où provient ce document ?»« Du système d'archives, bien sûr, » balbutia le directeur adjoint, désarçonné par l'assurance d'Étienne. « Dans ce cas, » poursuivit Étienne, « je suggère une vérification complète du système, car si des dossiers médicaux peuvent être falsifiés si facilement, nous avons un problème de sécurité majeur qui dépasse largement ma candidature. » L'entretien se termina dans une atmosphère tendue. En sortant, Étienne croisa le regard furieux de Lecomte et celui indéchiffrable du professeur Lemoine. Il avait gagné cette manche, mais la guerre était loin d'être terminée. À 18 heures précises, il se trouvait sous le grand platane, scrutant les alentours. Pendant une longue minute, il ne vit personne. Puis, comme surgissant de nul part, Manon apparut à ses côtés, portant toujours sa robe défraîchie mais avec un petit sac à dos rouge sur les épaules. « Vous avez réussi à éviter leur piège », constata-t-elle avec un sourire qui illumina son visage d'enfant. « Grâce à toi », acquiesça Étienne. « Mais j'ai des milliers de questions, Manon. Comment sais-tu toutes ces choses? Qui es-tu vraiment? Et où est ta mère ?» Le sourire de la fillette s'évanouit. « On ne peut pas parler ici, ils pourraient nous voir. Suivez-moi. » Elle le conduisit à travers le parc jusqu'à un petit café à l'ambiance feutrée situé dans une rue adjacente. Ils s'installèrent dans un recoin isolé et Manon sortit de son sac un carnet à la couverture usée. « Ma mère s'appelait Camille », commença-t-elle sans préambule. « Camille Moreau. Elle était infirmière à Saint-Louis jusqu'à il y a 2 ans. » Étienne sentit son cœur s'arrêter. Camille Moreau, son ex-femme. La coïncidence était impossible. Elle a été renvoyée parce qu'elle voulait dénoncer des pratiques dangereuses dans le service de chirurgie, poursuivit Manon. Le docteur Valentin faisait des erreurs, mais personne ne voulait l'admettre parce qu'elle est la nièce d'un membre important du conseil d'administration. Manon, interrompit doucement Étienne. Est-ce que ta mère t'a déjà parlé de moi? La fillette hocha gravement la tête. Elle avait votre photo. Elle la regardait souvent en pleurant. Elle disait que vous étiez un grand médecin, mais que vous aimiez plus votre travail qu'elle. Étienne encaissa le coup. Et où est ta mère maintenant? Les yeux de Manon se remplirent de larmes. Elle est partie il y a 6 mois. Elle a dit qu'elle devait aller se soigner dans une clinique spéciale, loin d'ici. Elle m'a laissé chez Tante Sophie, sa cousine. Mais Tante Sophie boit beaucoup et oublie souvent que j'existe. Alors, je me débrouille seule. Et l'école? Tu vas à l'école? Parfois, admit Manon, quand Tante Sophie se souvient de m'y emmener. Sinon, je lis beaucoup. Maman m'a appris à lire très tôt. Étienne tentait désespérément d'assimiler ces informations. Si Manon disait vrai et son instinct lui soufflait que c'était le cas, alors Camille avait eu une fille et la lui avait cachée pendant toutes ces années. Leur fille. Manon, comment as-tu su pour la pince défectueuse? Pour le faux dossier? La fillette ouvrit son carnet et le poussa vers lui. Je note tout. J'ai l'oreille fine et les gens ne font pas attention aux enfants. Je me cache souvent à l'hôpital, dans les conduits d'aération ou les placards de stockage. J'écoute. Et j'enregistre. Elle sortit de sa poche un petit enregistreur vocal, semblable à ceux qu'utilisent les journalistes. Maman me l'a offert pour mon anniversaire avant de partir. Elle disait que c'était important de garder des preuves. Étienne feuilleta le carnet, stupéfait par la précision des notes. Date, heure, nom, conversation retranscrite avec une minutie étonnante pour une enfant de 7 ans. Des schémas des couloirs de l'hôpital, des plannings du personnel, des observations sur les habitudes de Claire Valentin, François Laurent et Antoine Lecomte. Manon, c'est extraordinaire, mais aussi très dangereux. Ces gens ne reculeront devant rien pour protéger leurs intérêts. Je sais, dit-elle simplement. C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide et vous avez besoin de la mienne.
Étienne réalisa qu'elle avait raison. Ils étaient désormais liés dans cette étrange conspiration. Mais au-delà de cela, un lien plus profond, plus viscéral se formait entre eux. Ce visage, qui lui rappelait tant Camille, cette intelligence vive, cette détermination. Pouvait-elle vraiment être sa fille? « Manon, je dois te poser une question très importante, dit-il en choisissant soigneusement ses mots. Est-ce que ta mère t'a déjà parlé de ton père? La fillette détourna le regard, soudain mal à l'aise. Elle disait que c'était un homme bon, mais qu'il ne savait pas que j'existais. Qu'un jour, peut-être, je le rencontrerai. Et tu as une idée de qui il pourrait être? Manon sortit de la poche de sa robe une photo froissée qu'elle lui tendit sans un mot. Étienne la prit avec des doigts tremblants et sentit une émotion puissante l'envahir. C'était une photo de lui et Camille, prise lors de leurs vacances en Bretagne, l'année précédant leur séparation. Au dos, une inscription de la main de Camille, « Ton père. Un jour tu sauras pourquoi je n'ai rien dit. » « J'ai toujours su que c'était vous, » murmura Manon, « même avant de vous voir pour la première fois. Maman me parlait du grand docteur, Mercier qui sauvait des vies. Elle disait que j'avais vos yeux. » Étienne sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était vrai. Manon avait ses yeux, cette teinte particulière de vert noisette que lui avait léguée sa propre mère. Pourquoi? M'avoir approché maintenant, demanda-t-il doucement. Pourquoi pas avant? Parce que j'ai peur, avoua Manon, sa voix d'enfant soudain vulnérable. Tante Sophie a dit qu'elle ne pouvait plus s'occuper de moi, que j'allais devoir aller dans un foyer. Et puis j'ai entendu. Ces médecins parlaient de vous, de leur plan pour vous piéger. J'ai pensé que c'était un signe. Étienne prit une profonde inspiration. En l'espace d'une journée, sa vie venait d'être bouleversée de fond en comble. Une conspiration professionnelle et maintenant la découverte d'une fille dont il ignorait l'existence. Trop d'émotions, trop d'informations. Voici ce que nous allons faire, dit-il après un moment de réflexion. D'abord, tu vas venir chez moi. Je ne peux pas te laisser retourner chez ta tante ou errer dans les rues. Ensuite, nous examinerons ensemble les preuves que tu as recueillies et déciderons d'une stratégie. Les yeux de Manon s'illuminèrent d'espoir. Vous me croyez vraiment? Vous voulez bien m'aider? Bien sûr que je te crois. Et je ferai bien plus que t'aider, Manon. Si ce que tu dis est vrai, et je pense que ça l'est, alors je suis ton père. Et un père protège son enfant, quoi qu'il arrive. Pour la première fois depuis leur rencontre, Manon se comporta comme l'enfant qu'elle était réellement. Elle se jeta dans les bras d'Étienne, enfouissant son visage contre sa poitrine. Il sentit ses petites épaules secouées de sanglots silencieux et l'entoura maladroitement de ses bras, surpris par l'intensité de l'émotion qui l'envahissait. « Ça va aller maintenant », murmura-t-il en caressant ses cheveux. « Je te promets que ça va aller. » Mais au fond de lui, Étienne savait que le chemin serait semé d'embûches. Claire Valentin, François Laurent et Antoine Lecomte ne renonceraient pas facilement. Et retrouver Camille, comprendre pourquoi elle lui avait caché l'existence de leur fille, s'avérerait peut-être encore plus compliqué. En quittant le café, Manon accrochée à sa main comme si elle craignait qu'il disparaisse, Étienne sentit le poids de l'enveloppe dans sa poche. La clé USB contenait probablement des informations cruciales, mais avant de l'examiner, il devait mettre Manon en sécurité. Ils traversèrent Paris dans le crépuscule, un homme et une petite fille que tout séparait, mais que le destin avait décidé de réunir. Une alliance improbable contre des adversaires, puissants. Une nouvelle famille née dans l'adversité. L'appartement d'Étienne, situé dans le 5e arrondissement de Paris, reflétait la vie d'un homme seul, entièrement dévoué à sa carrière. Un espace élégant mais impersonnel, aux murs ornés de diplômes plutôt que de photos de famille, aux étagères garnies d'ouvrages médicaux plutôt que de romans. Manon observait chaque détail avec une curiosité avide, comme si elle cherchait à reconstituer la vie de cet homme qu'elle avait toujours considéré comme une figure mythique. « Tu as faim ?» demanda Étienne, soudain conscient qu'il n'avait rien à offrir à une enfant. Son réfrigérateur contenait quelques yaourts, des restes de plats à emporter et une bouteille de vin entamée. « Un peu, » admit Manon, avant d'ajouter avec une maturité déconcertante. « Mais d'abord, vous devriez regarder ce qu'il y a sur la clé USB. C'est plus important. » Étienne acquiesça et sortit son ordinateur portable personnel. Pendant qu'il démarrait l'appareil, il composa le numéro d'un restaurant italien du quartier et commanda des pâtes et une pizza.
les seuls plats qu'il imaginait pouvoir plaire à une enfant de 7 ans. La clé USB contenait un dossier unique, nommé « Preuves ». À l'intérieur, plusieurs sous-dossiers méticuleusement organisés. Enregistrement, documents, photos, témoignages. Étienne cliqua d'abord sur « Enregistrement » et sélectionna le premier fichier audio. La voix de Claire Valentin emplit la pièce, si claire qu'on aurait dit qu'elle se trouvait dans l'appartement. Le problème avec Mercier, c'est qu'il est irréprochable. Il faut créer une faille. L'incident doit paraître accidentel, mais suffisamment grave pour discréditer sa candidature. Une autre voix, celle de François Laurent, répondit « J'ai une idée. Lors de son opération de jeudi, nous pourrions modifier légèrement un de ses instruments. Rien de fatal, bien sûr, mais assez pour provoquer une complication. Avec le stress de l'entretien le même jour, il pourrait commettre une erreur de jugement. » Étienne sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Entendre la conspiration formulée aussi clairement était profondément perturbant. « Comment as-tu obtenu ces enregistrements ?» demanda-t-il à Manon qui s'était assise en tailleur sur le canapé, son visage enfantin étrangement serein. « Je me cache dans les conduits d'aération, » expliqua-t-elle simplement. « Il y en a un qui passe au-dessus du bureau de Monsieur le Comte. J'y laisse mon enregistreur quand je sais qu'ils ont une réunion. Mais comment peux-tu savoir quand ils se réunissent ?» Un sourire malicieux éclaira le visage de Manon. « La secrétaire de Monsieur le Comte, Madame Rousset, est gentille avec moi. Elle me donne parfois des bonbons et me laisse utiliser les toilettes du personnel. J'ai vu son agenda ouvert sur son bureau plusieurs fois. » Étienne secoua la tête, partagé entre l'admiration et l'inquiétude. Cet enfant avait développé des compétences d'espionnage dignes d'un agent secret, par nécessité et instinct de survie. Il ouvrit ensuite le dossier « Documents » et découvrit des copies de courriels internes, de rapports financiers, de notes manuscrites. L'ensemble dressait un tableau alarmant. Claire Valentin avait effectivement commis plusieurs erreurs médicales graves, systématiquement dissimulées grâce à la complicité de François Laurent et Antoine Lecomte. En échange, elle avait accepté de participer à des essais cliniques non déclarés, financés par une entreprise pharmaceutique dont le principal actionnaire n'était autre que le beau-frère de Lecomte. « C'est ce que maman avait découvert », murmura Manon. « C'est pour ça qu'ils l'ont renvoyé. » « Et ces essais cliniques, en quoi consistent-ils exactement » demanda Étienne, parcourant frénétiquement les documents. « Je ne sais pas tout, » admit Manon. « Mais j'ai entendu qu'ils testaient un nouveau médicament pour le cœur sans suivre les protocoles normaux. Ils choisissent des patients pauvres, des sans-abri parfois, ou des étrangers sans papier. » Étienne sentit la nausée l'envahir. L'idée que de telles pratiques puissent avoir lieu dans son hôpital, sous son nez, était révoltante. Le dossier photo contenait des clichés pris visiblement à la dérobée. Claire Valentin et Antoine Lecomte dans une conversation animée dans un couloir désert. François Laurent remettant une enveloppe à un homme en costume dans le parking souterrain. Une armoire à pharmacie ouverte, révélant des médicaments sans étiquette réglementaire. La sonnette de l'appartement interrompit leur examen. Le livreur était arrivé avec leur repas. Pendant qu'ils mangeaient, Étienne observait Manon avec un mélange de tendresse et d'incrédulité. Cette petite fille aux manières polies qui savourait sa pizza margherita était sa fille. Sa fille. La réalité de cette découverte le frappait par vagues successives. « Manon, commença-t-il doucement, ces preuves sont extrêmement graves. Nous devons les transmettre aux autorités compétentes. Mais avant, j'ai besoin de savoir où se trouve ta mère. Tu m'as dit qu'elle était partie se soigner ?» Le visage de Manon s'assombrit. Elle était très fatiguée depuis longtemps. Elle pleurait souvent. Un jour, elle m'a dit qu'elle devait partir dans un endroit spécial pour guérir son cœur brisé. Elle a promis de revenir me chercher, mais ça fait 6 mois maintenant. A-t-elle laissé une adresse, un numéro de téléphone? Manon secoua la tête. Juste une lettre pour tante Sophie, mais tante Sophie ne veut pas me la montrer. Elle dit que maman ne reviendra pas. Étienne sentit une douleur sourde s'installer dans sa poitrine. Camille avait-elle abandonné leur enfant? Cela ne lui ressemblait pas. Quelque chose ne collait pas dans cette histoire. « Demain, nous irons voir ta tante Sophie, » décida-t-il. « Nous devons éclaircir cette situation. » Après le repas, Étienne prépara son canapé pour Manon, lui prêtant un t-shirt qui lui servait de chemise de nuit improvisée. La fillette s'endormit presque instantanément, épuisée par les émotions de la journée.
Étienne resta de longues minutes à la contempler, fasciné par ce petit être qui, en l'espace d'une journée, avait chamboulé son existence. Il retourna ensuite à son ordinateur pour examiner le dernier dossier, témoignages. Il contenait des déclarations écrites de plusieurs employés de l'hôpital, une infirmière qui avait assisté à une altercation entre Camille et Claire Valentin, un brancardier qui avait surpris une conversation compromettante entre Lecomte et un représentant pharmaceutique, une aide-soignante qui avait remarqué des irrégularités dans l'administration de certains médicaments. Camille avait méticuleusement constitué ce dossier avant son départ et Manon avait continué à l'enrichir avec une persévérance stupéfiante pour son âge. Au moment où Étienne s'apprêtait à éteindre l'ordinateur, son téléphone vibra. Un message de Nicolas. Urgent. Lecomte convoque une réunion extraordinaire. Du conseil demain à 9 h. Sujet. Comportement inapproprié du docteur Mercier. Je crois qu'ils passent à l'offensive. Étienne serra les dents. Il s'y attendait. Claire Valentin et ses complices cherchaient à le discréditer avant qu'il ne puisse exposer leurs agissements. Il répondit brièvement. Merci de l'info. Ne t'inquiète pas, j'ai des preuves solides. Rendez-vous demain à 8h30 devant mon bureau. Il s'apprêtait à se coucher quand un second message arriva, cette fois du téléphone anonyme trouvé dans son casier. Ils savent que vous avez la petite. Surveillez vos arrières. Le professeur Lemoine n'est pas impliqué dans le complot. C'est à lui qu'il faut s'adresser. JM. JM? Qui pouvait bien être ce mystérieux allié? Juliette Martin, l'infirmière instrumentiste qui avait participé à l'opération du matin. Mais Manon l'avait désigné comme complice de Valentin. Le sommeil fut difficile à trouver cette nuit-là. Étienne ressassait les événements de la journée, tentant de démêler les chevaux de cette conspiration. Au petit matin, alors qu'il préparait un petit déjeuner improvisé pour Manon, un plan commençait à prendre forme dans son esprit. « Voilà ce que nous allons faire », annonça-t-il à la fillette qui mordait dans une tartine beurrée. « Je vais t'emmener chez ma voisine, Madame Legrand. C'est une ancienne institutrice à la retraite, une femme de confiance. Tu resteras chez elle pendant que je vais affronter Lecomte et Valentin. »« Non !» protesta vivement Manon. « Je dois venir avec vous. Ils ne vous croiront pas sans moi. C'est trop dangereux, » objecta Étienne. « Ces gens sont prêts à tout. » Justement, insista Manon avec une détermination qui, une fois de plus, lui rappela Camille. « J'ai recueilli ces preuves pendant des mois. Je dois être là quand vous les présenterez. » Étienne hésita. L'idée d'exposer Manon à un tel danger le révulsait. Mais elle avait raison. Son témoignage serait crucial. « D'accord, céda-t-il finalement. Mais tu ne me quittes pas d'une semelle. Et au premier signe de danger, je te fais sortir de là. » Immédiatement, compris? Manon acquiesça solennellement, une lueur de détermination brillant dans ses yeux vert noisette, si semblables aux siens. En arrivant à l'hôpital, Étienne sentit tous les regards se tourner vers lui. Les rumeurs s'étaient déjà propagées, et il pouvait lire la curiosité, le doute, parfois la suspicion, sur les visages de ses collègues. Tenant fermement la main de Manon, il se dirigea vers son bureau, où Nicolas l'attendait, le visage marqué par l'inquiétude. « Étienne, qui est cet enfant ?» demanda l'anesthésiste stupéfait. « Une longue histoire, » répondit Étienne. « Je te présente Manon, ma fille. » Les yeux de Nicolas s'écarquillèrent, passant de l'enfant au père. « Comment est-ce possible ?» Comme je l'ai dit, c'est une longue histoire. Pour l'instant, nous avons une réunion à préparer. Lecomte va tenter de me détruire, mais nous avons l'avantage de la surprise. Il sortit la clé USB de sa poche et la tendit à Nicolas. Tout est là. Des preuves accablantes contre Valentin, Laurent et Lecomte. Malversation, négligence médicale dissimulée, essais cliniques illégaux. C'est Manon qui a recueilli. Tout ça. Nicolas regarda la fillette avec un nouveau respect. « Tu es pleine de ressources, à ce que je vois. » Un léger sourire éclaira le visage de Manon. Maman disait toujours qu'il fallait se battre pour la vérité, même quand personne ne veut l'entendre. À cet instant, la porte du bureau s'ouvrit, brusquement sur Antoine Lecomte, accompagné de 2 agents de sécurité de l'hôpital. « Docteur Mercier, » annonça-t-il d'une voix glaciale, « vous êtes prié de me suivre immédiatement. Le conseil vous attend, et je vous conseille de laisser cet enfant en dehors de ça. » Étienne se redressa, affrontant Lecomte du regard. «
Cet enfant est ma fille, et elle a des informations cruciales à communiquer au conseil. Elle vient avec moi. La salle du conseil de l'hôpital Saint-Louis était plongée dans un silence pesant lorsqu'Étienne y pénétra, tenant fermement la main de Manon. Autour de la grande table ovale en acajou se trouvaient réunis les membres du conseil d'administration, le professeur Lemoine au centre, flanqué d'Antoine Lecomte à sa droite et de Claire Valentin, étrangement présente à sa gauche. François Laurent se tenait en retrait, près de la fenêtre, son visage trahissant une nervosité inhabituelle. « Docteur Mercier », commença le professeur Lemoine d'une voix grave, « je dois avouer que cette réunion a un caractère exceptionnel. Monsieur Lecomte a soulevé des inquiétudes concernant votre comportement récent, notamment l'introduction non autorisée d'une mineure dans l'enceinte de l'hôpital. » Son regard se posa sur Manon qui, loin de paraître intimidée, observait l'assemblée avec une attention soutenue. « Cet enfant, répondit Étienne d'une voix ferme, est ma fille, Manon Moreau, et sa présence ici est non seulement justifiée, mais essentielle à la compréhension de ce qui se passe réellement dans cet hôpital. » Un murmure parcourut l'assemblée. Claire Valentin se pencha vers le comte, lui chuchotant quelque chose. « À l'oreille !»« Votre fille !» s'étonna le professeur Lemoine. « Je ne savais pas que vous aviez une enfant, docteur Mercier. »« Je l'ignorais moi-même jusqu'à hier, » admit Étienne. « Son existence m'a été cachée par son autre parent, mon ex-épouse, Camille Moreau, qui a travaillé comme infirmière dans cet établissement jusqu'à il y a 2 ans. » Le visage de Lecomte se crispa imperceptiblement à la mention de Camille. « Tout ceci est très touchant, » intervint-il avec une pointe de sarcasme, « mais n'a aucun rapport avec l'objet de cette réunion. Nous sommes ici pour discuter de votre conduite professionnelle, docteur Mercier. Des accusations graves pèsent contre vous. »« Vraiment ?» répliqua Étienne. « Et lesquelles exactement ?»« Falsification de dossiers médicaux, » énonça Lecomte. « Manipulation d'équipements chirurgicaux, tentative d'intimidation envers le personnel soignant, et maintenant, utilisation d'une enfant pour pénétrer dans des zones sécurisées de l'hôpital ?» Étienne eut un sourire sans joie. « Intéressant, vous me reprochez exactement ce que vous avez vous-même orchestré contre moi. » Il se tourna vers le professeur Lemoine. « Monsieur le directeur, avant d'aller plus loin, je souhaiterais vous présenter certains éléments qui pourraient éclairer cette situation sous un jour nouveau. » Sans attendre de réponse, il sortit son ordinateur portable de sa sacoche et l'ouvrit sur la table. « Ce que vous allez voir et entendre a été méticuleusement collecté au cours des derniers mois. Je vous préviens, le contenu est accablant. » Il lança le premier enregistrement. La voix de Claire Valentin emplit la salle, discutant ouvertement du sabotage des instruments chirurgicaux d'Étienne. Puis vint celle de François Laurent, évoquant la création d'un faux dossier médical. Enfin celle d'Antoine Lecomte, approuvant le plan et promettant de s'occuper de Mercier définitivement. Le visage du professeur Lemoine se décomposait à mesure que les preuves s'accumulaient. Claire Valentin avait pâli dangereusement, tandis que Lecomte, rouge de colère, s'était levé d'un bond. « C'est un montage », s'écria-t-il. « Ces enregistrements ont manifestement été fabriqués. » « Vraiment ?» intervint Manon d'une voix claire qui fit sursauter l'assemblée. « Alors pourquoi avez-vous dit hier soir à Madame Valentin, je cite, « La gamine a disparu. Elle a probablement emporté les enregistrements avec elle. Il faut la retrouver à tout prix. » Le silence qui suivit était assourdissant. Tous les regards se tournèrent vers la petite fille qui soutenait sans ciller le regard furibond de Lecomte. « Qui est cet enfant ?» murmura une femme âgée, membre du conseil que Étienne reconnut comme la docteure Elisabeth Dumont, chef du service de pédiatrie. « Je m'appelle Manon Moreau », répondit la fillette avec une assurance étonnante. « Ma mère était Camille Moreau, infirmière dans le service de chirurgie cardiaque, jusqu'à ce qu'elle soit injustement licenciée pour avoir voulu dénoncer les pratiques dangereuses de la docteure Valentin. » Elle se tourna vers Étienne. « Et voici mon père, même s'il ne l'a appris qu'hier. » La docteure Dumont se leva lentement. « Camille Moreau, je me souviens d'elle, une excellente infirmière. Elle avait tenté de me parler d'irrégularité dans le service de chirurgie, mais avant que nous puissions nous rencontrer formellement, elle a été congédiée pour... Pourquoi, déjà, Antoine ?» Lecomte déglutit péniblement. « Négligence professionnelle. Mensonge !» s'exclama Manon. « Ma mère n'a jamais été négligente.
C'est vous qui l'avez fait renvoyer parce qu'elle savait pour les essais cliniques illégaux. » Étienne posa une main apaisante sur l'épaule de sa fille, puis se tourna vers le professeur Lemoine. « Monsieur le directeur, j'ai ici des preuves. Documentées d'essais cliniques non autorisés menés sur des patients vulnérables. Sans-abri, migrants sans papier, personnes âgées isolées. Des essais financés par Néocardium, une entreprise pharmaceutique dont le principal actionnaire n'est autre que Gérard Lecomte, le frère de notre estimé directeur adjoint. » Il fit défiler sur son écran des photos, des copies de courriels, des rapports financiers. L'assemblée était médusée. « C'est monstrueux, balbutia la docteure Dumont. Comment cela a-t-il pu se produire sous notre nez ?»« La cupidité et l'ambition, répondit simplement Étienne. Claire Valentin voulait devenir chef de service à tout prix. Antoine Lecomte avait besoin d'un chirurgien complaisant pour poursuivre ses essais lucratifs. Quant à François Laurent, j'ai été manipulé, intervint soudain Laurent, s'avançant vers la table. Son visage était blême, ses mains tremblantes. Au début, je pensais qu'il s'agissait simplement de raccourcir quelques procédures administratives pour des médicaments prometteurs. Puis j'ai compris que c'était bien plus grave, mais j'étais déjà impliqué, il me tenait. « Traître !» siffla Lecomte. « Tu oublies ce que nous avons sur toi. »« Je m'en fiche !» répliqua Laurent avec une énergie désespérée. « Je ne peux plus vivre avec ça sur la conscience. » Professeur Lemoine, tout ce que dit le docteur Mercier est vrai. J'ai participé à ce complot et je suis prêt à témoigner devant la justice. Claire Valentin se leva brusquement. « C'est ridicule. Vous allez croire les élucubrations d'une enfant et d'un homme visiblement déséquilibrés. Antoine, faites quelque chose. » Mais le comte semblait avoir perdu toute combativité. Son regard allait frénétiquement de Étienne à Manon, puis à l'écran d'ordinateur qui continuait d'afficher les preuves accablantes. « Où est Camille Moreau maintenant ?» demanda soudain le professeur Lemoine. « Si elle a été injustement licenciée, nous devons rectifier cette erreur immédiatement. » Le visage de Manon s'assombrit. « Maman est partie il y a 6 mois. Elle a dit qu'elle devait se faire soigner. Dans une clinique spéciale, loin d'ici. Mais elle n'a jamais appelé, jamais écrit. » Sa voix se brisa légèrement et Étienne sentit son cœur se serrer. Il entoura les épaules de sa fille d'un geste protecteur. « Je veux savoir où est Camille, » dit-il en fixant le comte. « Je suis convaincu que vous n'êtes pas étranger à sa disparition. » Le directeur adjoint pâlit visiblement. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Vraiment ?» intervint une nouvelle voix depuis le fond de la salle. Tous se retournèrent. Une femme venait d'entrer, accompagnée de Nicolas Dubois. Grande, mince, les cheveux châtains coupés courts, elle avait ce même regard déterminé que Manon. Malgré les années écoulées et son apparence transformée, Étienne la reconnut instantanément. « Camille » murmura-t-il incrédule. « Maman » s'écria Manon, s'élançant vers la nouvelle venue qui s'agenouilla pour la recevoir dans ses bras. « Ma chérie » murmura Camille en serrant sa fille contre elle. « Tu as été si courageuse, si intelligente. » Elle se releva tenant toujours Manon contre elle et s'avança vers la table du conseil. Son regard croisa celui d'Étienne et une multitude d'émotions non exprimées passa entre eux, regret, colère, confusion et peut-être quelque part un reste d'amour jamais complètement éteint. « Je n'étais pas dans une clinique, » annonça-t-elle d'une voix claire. « J'étais en contact avec les autorités sanitaires et la brigade financière. Pendant 6 mois, j'ai travaillé avec eux pour rassembler les preuves nécessaires contre Lecomte, Valentin et leur réseau. » Elle se tourna vers Lecomte dont le visage s'était décomposé. « Ils m'ont proposé le programme de protection des témoins. J'ai dû laisser Manon derrière moi, auprès de ma cousine, pour sa sécurité. C'était la décision la plus difficile de ma vie, mais je savais que c'était temporaire, que je reviendrais pour elle une fois que tout serait terminé. »« Comment avez-vous su que nous serions ici aujourd'hui ?» demanda le professeur Lemoine, visiblement sous le choc. Camille échangea un regard avec Nicolas. « Le docteur Dubois m'a contacté hier soir. Il a trouvé mes coordonnées dans le dossier confidentiel que j'avais laissé avant mon départ, au cas où quelque chose m'arriverait. » Nicolas hocha la tête. « Quand Étienne m'a montré les preuves recueillies par Manon, j'ai fait le lien avec ce que Camille m'avait confié avant de disparaître. J'ai pensé qu'il était temps qu'elle revienne. Les inspecteurs de la brigade financière et de l'agence du médicament attendent dehors, poursuivit Camille. Ils ont un mandat pour saisir tous les documents relatifs aux essais cliniques
de Néocardium et pour interroger Antoine Lecomte, Claire Valentin et leurs complices. Comme pour confirmer ces paroles, la porte de la salle s'ouvrit à nouveau, laissant entrer 2 hommes et une femme en civil qui se présentèrent comme des officiers de police judiciaire. Dans la confusion qui s'ensuivit, alors que Lecomte et Valentin étaient escortés hors de la salle, Étienne se retrouva face à Camille, Manon toujours blottie contre sa mère. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit pour elle ?» demanda-t-il doucement, incapable de contenir plus longtemps cette question qui le torturait. Camille soutint son regard. « J'ai découvert ma grossesse 2 semaines après notre séparation. Tu venais d'être nommé chef de clinique. Tu parlais constamment de tes ambitions, de tes projets. Tu avais clairement choisi ta carrière plutôt que notre mariage. J'ai pensé que tu ne voudrais pas d'un enfant qui entraverait ton ascension. Tu n'avais pas le droit de prendre cette décision à ma place, répondit Étienne, la gorge nouée. Pas le droit de me priver de ma fille pendant 7 ans. Je sais, murmura Camille, les yeux brillants de larmes contenues. C'était une erreur. Je l'ai compris avec le temps, mais la fierté, la rancœur... Et puis il y a eu cette affaire à l'hôpital, les menaces de Lecomte quand j'ai commencé à poser des questions. Manon les regardait tour à tour, ses grands yeux verts noisettes pleins d'espoir et d'appréhension. Nous avons beaucoup à nous dire, concéda Étienne. Beaucoup à reconstruire. Mais l'essentiel est que Manon est désormais ses 2 parents. Le professeur Lemoine s'approcha d'eux, l'air profondément ébranlé par les événements. Docteur Mercier, Madame Moreau, je ne sais comment exprimer ma consternation face à ce qui s'est produit dans cet hôpital. Soyez assurés que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que justice soit rendue. Il posa un regard bienveillant sur Manon. Quant à cette jeune demoiselle, elle a fait preuve d'un courage et d'une intelligence remarquables. L'hôpital lui doit beaucoup. Manon rougit légèrement sous le compliment, mais son visage s'illumina d'un sourire qui rappela à Étienne pourquoi il était tombé amoureux de Camille tant d'années auparavant. En quittant la salle du conseil, Étienne, Camille et Manon formaient un tableau improbable. Une famille réunie par les circonstances les plus extraordinaires, liée par des secrets trop longtemps gardés et des vérités enfin révélées. Dans le hall de l'hôpital, ils croisèrent Claire Valentin menottée, escortée par un policier. Son regard croisa celui d'Étienne, et il y lut non pas de la haine mais une sorte de résignation mêlée de soulagement, comme si un fardeau trop lourd lui était enfin retiré. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demanda Manon, tenant fermement la main de chacun de ses parents. Étienne et Camille échangèrent un regard. Tant de questions restaient en suspens, tant de blessures à penser, tant de temps perdu à rattraper. « Maintenant, » répondit doucement Étienne, « nous allons apprendre à être une famille. 6 mois s'étaient écoulés depuis les révélations fracassantes à l'hôpital Saint-Louis. Paris s'était paré de ses couleurs printanières. Les terrasses des cafés débordèrent de vie. Et dans le petit appartement d'Étienne, désormais transformé pour accueillir Manon, une atmosphère de renouveau flottait dans l'air. Assis devant son café du matin, Étienne parcourait l'article qui faisait la une du Monde. Scandale à l'hôpital Saint-Louis, verdict imminent dans le procès Lecomte Valentin. La photo montrait Antoine Lecomte, l'air défait, escorté par des policiers à l'entrée du tribunal. L'enquête avait révélé l'ampleur stupéfiante du réseau. Une dizaine d'hôpitaux impliqués, des essais cliniques illégaux menés sur plus de 200 patients vulnérables, des millions d'euros détournés. « Papa, je suis prête pour l'école. » La voix joyeuse de Manon le tira de sa lecture. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, vêtue de son uniforme d'école privée, ses cheveux soigneusement tressés. Ce mot « papa » résonnait encore comme une douce mélodie aux oreilles d'Étienne, même après ces mois d'adaptation à sa nouvelle vie de père. « Parfait, ma puce. N'oublie pas ton projet de science. » Manon leva les yeux au ciel avec une expression qui rappelait tellement Camille. « Comme si j'allais oublier mon volcan. J'ai travaillé dessus pendant 2 semaines. » Le téléphone d'Étienne vibra, affichant un message de Camille. « Embouteillage sur le boulevard Saint-Germain. Je serai en retard pour récupérer Manon à l'école. Tu peux t'en charger ?» Leur relation avait évolué progressivement vers une coparentalité fonctionnelle. Camille avait retrouvé un poste d'infirmière à l'hôpital Necker, spécialisé dans les soins pédiatriques, et habitait désormais un appartement à 15 minutes de celui d'Étienne. Manon partageait son temps entre ses 2 parents, un
arrangement qui semblait lui convenir parfaitement. « Maman sera en retard aujourd'hui », annonça Étienne en rangeant son téléphone. « Je viendrai te chercher après l'école et nous pourrons passer au parc si tu veux. » Le visage de Manon s'illumina. « On pourra inviter maman à dîner ? J'ai envie de lui montrer la nouvelle recette de pâtes que tu m'as apprise. » Étienne sourit. Manon nourrissait l'espoir secret que ses parents se réconcilient complètement, formant à nouveau une famille traditionnelle. La réalité était plus complexe. Lui et Camille réapprenaient à se connaître, à se faire confiance, naviguant prudemment entre le passé douloureux et un présent centré sur leur fille. « Bien sûr, nous pouvons l'inviter, » concéda-t-il. « Maintenant, allons-y, ou tu seras en retard. » En déposant Manon à l'école, Étienne remarqua les regards admiratifs de certains parents. L'affaire de l'hôpital Saint-Louis avait fait grand bruit, et son rôle dans le démantèlement du réseau Lecomte lui avait valu une certaine notoriété. Il avait même reçu plusieurs propositions d'éditeurs pour raconter cette histoire extraordinaire, propositions qu'il avait systématiquement déclinées. Cette histoire appartenait d'abord à Manon et à Camille. À 10 heures, il avait rendez-vous avec le professeur Lemoine, toujours directeur de l'hôpital Saint-Louis, bien qu'à quelques mois de la retraite. L'établissement avait subi une profonde restructuration après le scandale, et Étienne y avait joué un rôle central. « Ah, Étienne !» l'accueillit chaleureusement le vieil homme. « Pile à l'heure, comme toujours. Comment va notre petite héroïne ?» « Manon se porte à merveille », répondit Étienne en prenant place dans le fauteuil face au bureau directorial. « Elle s'épanouit à l'école et nous parle déjà de devenir médecin ou détective privé. » Lemoine rit de bon cœur. Avec ses talents d'observation, elle pourrait exceller dans les deux domaines. Son expression devint plus sérieuse. « J'ai reçu les derniers rapports du comité d'éthique. Le nouveau protocole de supervision des essais cliniques que vous avez élaboré est unanimement salué. Le ministère de la Santé envisage même de l'étendre à l'échelle nationale. » Étienne hocha modestement la tête. Après les révélations, il avait refusé le poste de chef de service de chirurgie cardiaque pour se consacrer à une mission plus fondamentale, restructurer entièrement les procédures éthiques de l'hôpital et créer un système de protection des lanceurs d'alerte inspirés de l'expérience de Camille. « Et qu'en est-il de notre projet pour les enfants des personnels hospitaliers ?» demanda-t-il. « Le conseil d'administration l'a approuvé hier », annonça fièrement Lemoine. « La garderie ouvrira ses portes en septembre avec des horaires adaptés aux contraintes des soignants, une petite révolution que nous devons à votre expérience personnelle. » Étienne sourit. Cette idée lui était venue après avoir compris les difficultés que Camille avait dû affronter comme mère célibataire travaillant dans le milieu hospitalier. Si une telle structure avait existé à l'époque, peut-être n'aurait-elle pas été contrainte de lui cacher l'existence de Manon, craignant qu'un enfant ne compromette leur carrière à tous deux. « J'ai une autre nouvelle, » poursuivit Lemoine. « Le ministère m'a contacté hier. Il souhaite vous proposer la direction du nouveau Centre national d'éthique médicale. » Étienne en resta sans voix. Cette institution, née des cendres du scandale Lecomte, était appelée à devenir la référence nationale en matière de régulation éthique de la recherche médicale. « C'est inattendu », balbutia-t-il finalement. « Pas tant que ça, » répliqua Lemoine. « Vous avez prouvé que l'excellence médicale et l'intégrité éthique ne sont pas mutuellement exclusives. C'est précisément ce dont ce centre a besoin. » « Je dois y réfléchir, » répondit Étienne. « Discuter avec Camille aussi. Cela aurait un impact sur notre organisation familiale. » Lemoine acquiesça, compréhensif. « Bien entendu, ils attendent. Votre réponse d'ici la fin du mois. » En quittant l'hôpital, Étienne fut surpris de trouver Camille qui l'attendait près de l'entrée, élégante dans son uniforme d'infirmière de Necker. Ses cheveux avaient repoussé depuis son retour, encadrant joliment son visage que les épreuves avaient marqué d'une maturité nouvelle. « Camille, je croyais que tu travaillais aujourd'hui. J'ai pris ma pause déjeuner plus tôt, » expliqua-t-elle. « J'ai pensé que nous pourrions parler de l'audience de demain. » Ils se dirigèrent vers un petit café proche de l'hôpital, leur ancien refuge au temps de leur résidanat, lorsqu'ils volaient quelques minutes de répit entre deux gardes. S'asseoir à leur table réveilla en Étienne une vague de souvenirs tendres. « Nerveux pour demain ?» demanda Camille en remuant son café. Étienne soupira. « Un peu. Ce sera la dernière fois que nous devrons revivre toute cette histoire en public, »
Le verdict du procès Lecomte Valentin devait être rendu le lendemain. Étienne et Camille avaient tous deux témoigné à plusieurs reprises, exposant au grand jour les machinations dont ils avaient été victimes. François Laurent, en échange de sa coopération, avait bénéficié d'une réduction de peine, tandis que les autres accusés risquaient des années d'emprisonnement. « J'ai repensé à tout ce qui s'est passé, » dit doucement Camille, « à toutes ces années où j'ai privé Manon de son père, et toi de ta fille. » Étienne tendit la main par-dessus la table, effleurant ses doigts. « Nous avons déjà eu cette conversation, Camille. Tu as fait ce que tu pensais être juste à l'époque. Je sais, mais... » Elle hésita. « Je n'ai jamais vraiment expliqué pourquoi je suis parti si brutalement il y a 6 mois, laissant Manon chez Sophie. »« Tu travaillais avec la police, » rappela Étienne. « Tu devais te protéger. » Camille secoua la tête. « Ce n'est pas toute la vérité. Quand j'ai commencé à rassembler des preuves contre Lecomte et Valentin, j'ai découvert quelque chose qui m'a terrifié. Ils testaient un médicament cardiaque expérimental dont les effets secondaires incluaient des troubles neurologiques graves, et ils avaient une liste de cibles potentielles, des personnes à qui ils prévoyaient d'administrer ce médicament à leur insu si elles devenaient trop gênantes. Étienne sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Et tu étais sur cette liste. » « Nous y étions tous les deux, » corrigea Camille. « Toi comme potentiel obstacle à la nomination de Valentin, moi comme ancienne employée trop curieuse. Mais surtout, il y avait une troisième personne, l'enfant M. Il savait pour Manon, Étienne. Il savait qu'elle était ta fille, et ils étaient prêts à s'en prendre à elle pour te faire chanter. » Étienne blêmit. Comment l'ont-ils découvert? Lecomte avait fait surveiller tous les anciens employés, qui avaient quitté l'hôpital dans des circonstances conflictuelles. Il a dû remarquer la ressemblance entre Manon et toi, ou peut-être a-t-il simplement fait des recherches plus approfondies sur moi. « Alors tu as fui pour la protéger, » murmura Étienne, « et tu l'as laissée chez Sophie pour qu'il perde sa trace. » Camille acquiesça, les yeux brillants de larmes contenues. « C'était le choix le plus déchirant de ma vie, mais je savais que Sophie, malgré ses défauts, ne révélerait jamais où j'étais parti. Et je ne pouvais pas risquer d'emmener Manon avec moi pendant que je travaillais avec la police. C'était trop dangereux. »« Pourquoi ne pas m'avoir contacté à ce moment-là » demanda doucement Étienne. « J'aurais pu la protéger. »« J'y ai pensé, » admit Camille, « mais j'avais peur que Lecomte te surveille déjà, et puis... » Elle hésita. « Après toutes ces années à te cacher son existence, comment aurais-je pu soudain apparaître et te dire « Voici ta fille, protège-la d'un complot meurtrier ?» Il y avait une logique douloureuse dans ce raisonnement qu'Étienne ne pouvait nier. Le destin avait finalement décidé autrement, réunissant père et fille de la façon la plus inattendue. Quand Nicolas m'a appelé pour me dire que Manon t'avait trouvé et que vous étiez tous deux en danger, j'ai su que je devais revenir immédiatement, poursuivit Camille. La police voulait attendre, mais je ne pouvais plus supporter d'être séparé d'elle une minute de plus, ni de te laisser affronter tout cela seul. Étienne serra doucement sa main. Tu as fait ce qu'il fallait, Camille. Et regarde-nous. Maintenant, Manon est en sécurité, épanouie, et nous formons une sorte de famille, même si ce n'est pas de la façon traditionnelle. Un sourire timide éclaira le visage de Camille. Justement, à propos de famille, le directeur de Necker m'a proposé un poste de coordinatrice des soins intensifs pédiatriques. C'est une belle opportunité, mais cela impliquerait des horaires plus réguliers, ce qui me permettrait d'être plus présente pour Manon. « C'est merveilleux !» s'exclama Étienne. « Tu mérites amplement cette reconnaissance. » Et j'ai pensé... Elle hésita, soudain nerveuse. « J'ai repéré un appartement, à mi-chemin entre nos 2 logements actuels, plus grand avec un jardin. Manon aurait sa chambre permanente et nous pourrions alterner les séjours là-bas selon nos gardes. Ce serait plus stable pour elle. » Étienne considéra l'idée. Ce n'était pas une proposition de réconciliation, romantique, mais plutôt une solution pragmatique centrée sur le bien-être de leur fille. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher d'y voir aussi une ouverture vers quelque chose de nouveau. « C'est une excellente idée », approuva-t-il. « D'ailleurs, j'ai moi aussi une nouvelle. On m'a proposé la direction du Centre national d'éthique médicale. » Les yeux de Camille s'écarquillèrent. « Étienne, c'est incroyable, tu vas accepter ?»« Je ne sais pas encore. Cela dépendra en partie de notre organisation familiale. » Un silence confortable s'installa entre eux,
Tant de choses avaient changé en si peu de temps. L'homme ambitieux qui ne vivait que pour sa carrière avait découvert que rien n'avait plus de valeur que les moments passés avec sa fille. La pauvre femme blessée qui avait fui avec ses secrets avait appris que le pardon et la transparence ouvraient des portes qu'elle croyait définitivement fermées. « Nous devrions aller chercher Manon ensemble », suggéra finalement Camille. « Elle serait tellement heureuse de nous voir tous les deux à la sortie de l'école. » Le visage rayonnant de leur fille, lorsqu'elle les aperçut côte à côte devant les grilles de l'école, valait tous les succès professionnels du monde. Elle se précipita vers eux, son sac à dos rebondissant sur ses épaules, et se jeta dans leurs bras ouverts. « Vous êtes venus tous les deux !» s'exclama-t-elle, transportée de joie. « Est-ce qu'on peut aller au parc et manger une glace? Et est-ce que maman vient dîner à la maison ?» Étienne et Camille échangèrent un regard complice par-dessus la tête de leur fille. « En fait, commença Camille, nous avons quelque chose d'important à te dire, ma chérie. » Les yeux de Manon s'agrandirent d'anticipation. « Vous allez vous remarier. » Étienne ne put s'empêcher de rire devant son enthousiasme. « Non, pas exactement, mais nous avons pensé à un nouvel arrangement qui pourrait te plaire. » Tandis qu'ils expliquaient leur projet d'appartement partagé, le visage de Manon s'illuminait progressivement. « Alors je n'aurai plus à faire ma valise tout le temps, et vous serez tous les deux près de moi ?»« C'est l'idée, » confirma Camille. « Nous resterons une famille, même si c'est d'une façon un peu différente. Et on pourra inviter Papy et Mamie Mercier, et Mamie Moreau aussi. »« Bien sûr », acquiesça Étienne, touché par sa vision inclusive de la famille. Les parents d'Étienne, initialement choqués de découvrir l'existence d'une petite fille dont ils ignoraient tout, étaient rapidement tombés sous le charme de Manon. Quant à la mère de Camille, elle avait toujours maintenu le contact avec sa petite fille, même pendant les périodes difficiles. Le soir venu, après une journée remplie de glace, de jeux au parc et de discussions animées sur leur futur arrangement, Étienne contemplait Manon endormie dans son lit. Camille se tenait dans l'encadrement de la porte, observant ce tableau avec une émotion palpable. « Elle te ressemble tellement quand elle dort », murmura-t-elle. Ce même froncement de sourcils concentré, comme si elle résolvait des problèmes même dans ses rêves. Étienne sourit. « Elle a ta détermination et ton courage. » Il se leva doucement pour ne pas réveiller Manon et rejoignit Camille dans le couloir. « Je sais que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir, » dit-il à voix basse. « Beaucoup de confiance à reconstruire, mais pour la première fois depuis très longtemps, j'ai l'impression que nous avançons dans la bonne direction. » Camille hocha la tête, une lueur d'espoir dans les yeux. « Moi aussi. Et qui sait où cela nous mènera ?» Le lendemain, après l'annonce du verdict condamnant Lecomte et Valentin à de lourdes peines de prison, Étienne, Camille et Manon se tenaient sur les marches du palais de justice, enfin libérés du poids de cette affaire. Les journalistes se pressaient autour d'eux, avides de déclarations. « Docteur Mercier, que ressentez-vous après ce verdict ?» Étienne échangea un regard avec Camille, puis posa une main protectrice sur l'épaule de Manon. « Ce que je ressens ? Du soulagement, bien sûr, mais surtout de la gratitude. Cette affaire m'a apporté bien plus qu'elle ne m'a pris. » Il baissa les yeux vers sa fille qui lui souriait, confiante et fière. « Elle m'a donné une famille. Et la certitude que la vérité finit toujours par triompher, surtout quand on a le courage de se battre pour elle. » Tandis qu'ils descendèrent les marches, main dans la main, Étienne savait qu'un nouveau chapitre commençait pour eux. Un chapitre où le passé douloureux cédait enfin la place à un avenir plein de promesses.